Le prince William a dû se transformer en détective au sein de sa propre famille. Il a compris que quelqu'un modifiait en douce l'agenda de son père et cachait des rapports médicaux. Franchement, tout cela ressemble beaucoup moins à une famille royale qu'à une lutte de pouvoir en entreprise où le patron ignore que ses emails sont interceptés. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intrigante. Parce que quand on regarde ce que William était censé voir comparé à la réalité, les contradictions commencent à s'accumuler d'une manière qu'il est difficile d'ignorer. Voici le décor. Nous sommes à la mi-2026. L'agenda royal officiel du second semestre vient de tomber, en apparence. Tout semble normal. La routine habituelle des engagements officiels, des visites d'État, des réceptions, des commémorations, bref, tout ce que fait la monarchie sans que personne n'y prête attention. Mais William est assis dans son bureau privé à Kensington Palace. Il épluche ce document page par page et quelque chose cloche. Le sommet du Commonwealth au Rwanda, une visite d'État majeure au Canada, une cérémonie nationale commémorative, les réceptions incessantes pour les dirigeants étrangers. Sur chaque ligne, le roi Charles est inscrit comme l'hôte principal, absolument chaque grand rendez-vous. Pourtant, à ce moment précis, les médecins de la couronne répètent déjà depuis un moment que Charles doit impérativement alléger son emploi du temps. Les traitements médicaux se poursuivent, sa santé reste instable. Tous les proches du dossier le savent très bien. Alors William observe cet agenda qui épuiserait un homme en parfaite santé et se demande pourquoi on ne lui délègue absolument rien, pas le moindre travail préparatoire, pas la moindre apparition secondaire, rien du tout. C'est totalement absurde sur le plan pratique. S'il s'agissait d'un simple oubli, une petite discussion aurait tout réglé. On se serait dit désolé. On va rectifier le tir et l'affaire était classée, mais non. William a apparemment contacté le bureau de coordination pour demander des explications. Les réponses obtenues sont restées très floues. Tout découle des dernières directives du roi. Ont-ils prétendu aucun détail, aucune explication, juste cette promesse vide que tout allait bien? Catherine, qui observe tout ce manège depuis le début, finit par poser la question évidente, lui as-tu demandé directement ce qui se passait? William lui répond qu'il a essayé, mais que rien ne tient debout. Il sent que son père est épuisé, ça se voit, les apparitions publiques, le sourire forcé, le devoir. Tout est là, mais la fatigue devient impossible à masquer. Charles s'efforce de tenir le coup, comme toujours. Il fait ce qu'il a toujours fait. Pourtant, William remarque ses épaules affaissées après les cérémonies, ses pas lourds et cette lueur dans son regard qui brille encore, même si l'énergie n'est plus là. C'est le genre d'observation que seul un proche très intime pourrait faire. Nous voilà donc avec un héritier du trône qui doit regarder son propre père s'épuiser complètement à la tâche, pendant que quelqu'un, dans les rouages du pouvoir, s'assure que rien ne soit délégué. William fait alors ce que n'importe qui d'autre aurait fait à sa place. Il commence à enquêter discrètement. Il demande officiellement le dernier bilan de santé du roi Charles, une procédure tout à fait classique qui existe depuis des années, conçue pour que l'héritier puisse évaluer la situation et l'aider à mieux répartir le travail. Rien de suspect, rien d'inhabituel, juste de la gestion courante, sauf que cette fois, les documents n'arrivent pas. Les jours filent, les petits retards s'accumulent et les excuses commencent à pleuvoir. C'est là que William réalise que la situation dérape et appelle directement le responsable de l'assistance d'un ton très ferme. Il exige le rapport de santé le jour même, rappelle le protocole et veut savoir pourquoi on lui fait barrage. En face, on élude, on tourne autour du pot sans répondre. Alors, il fait ce qu'il faut faire quand on se heurte à un mur. Il charge ses hommes de confiance d'éplucher tout le circuit des documents internes et leurs conclusions sont sidérantes. Tous les récents bilans de santé du roi, les analyses de sang, les avis des spécialistes
et les préconisations d'allègement de... L'agenda devait tous transiter par le bureau de la reine Camilla avant d'aller ailleurs. Absolument chaque document. Ce n'est absolument pas la procédure. William confie alors à Catherine que ce n'est plus un simple souci d'administration et il a raison. Quand les dossiers médicaux du souverain en exercice sont ainsi filtrés par un unique bureau avant que quiconque puisse y accéder, ce n'est plus un bug administratif, c'est du contrôle et les conséquences de tout cela s'avèrent extrêmement graves, surtout si l'on prend un peu de recul pour mesurer. Ce que cela implique concrètement, c'est encore pire. Partager ses bilans avec l'héritier sert justement à l'aider à gérer la charge de travail et d'éviter les risques inutiles. Si ces rapports sont retardés, modifiés ou carrément bloqués, alors l'héritier ne peut pas faire son travail. On continue d'imposer au roi des engagements qu'il devrait éviter. La fatigue s'accumule, les risques de santé grimpent. Et quiconque contrôle ce flux d'informations contrôle en fait le rythme même de toute la transition du pouvoir. Ce n'est pas un détail, c'est le mécanisme par lequel quelqu'un garde son influence intacte pendant que celui qui doit se préparer à prendre la relève reste dans l'ombre. Et tout l'appareil constitutionnel dépend d'une information exacte parvenant aux bonnes personnes au bon moment. Or, la chronologie ici compte énormément. Environ 3 mois avant que tout cela n'éclate au grand jour. Quand le premier rapport médical a montré un déclin visible de la santé de Charles, Camilla a apparemment pris des décisions très calculées dans son bureau privé à Claret House et d'après ce qui a émergé ensuite, elle a convoqué ses conseillers de confiance et a clairement fait savoir que tout rapport médical et projet d'ajustement du calendrier passe obligatoirement par son bureau avant d'aller ailleurs. Son raisonnement, du moins ce qu'elle affichait, était que l'emploi du temps du roi devait rester stable le plus longtemps possible, mais en réalité, chaque document mentionnant un allègement des tâches de Charles ou un transfert à William devait être minutieusement examiné par elle, d'abord, et qu'est-il advenu de ces propositions? Beaucoup revenaient avec des motifs génériques. Nécessite l'examen direct du roi. Ce n'est pas le moment, demande réflexion. Des médecins et conseillers faisaient pourtant des propositions très raisonnables pour transférer progressivement les responsabilités. Mais ces idées étaient systématiquement bloquées l'une après l'autre. Elles s'évaporaient simplement dans les rouages administratifs. La logique de Camilla est en fait assez évidente quand on y regarde de près. Si William assumait plus de tâches trop tôt, son influence et celle de son bureau s'effondreraient. C'est un pur calcul de pouvoir. Elle avait soutenu Charles dans les moments difficiles et s'était forgé une place de choix au sein de l'institution et une transition menaçait tout cet empire. Elle connaissait aussi apparemment assez le caractère de William pour savoir qu'il n'affronterait pas son père directement, de peur d'aggraver l'état de Charles. Elle en a donc profité. Elle a maintenu Charles au centre de tout, l'encourageant à continuer, tout en veillant parallèlement à ce que les mécanismes de transfert naturel du pouvoir vers William soient grippés. C'était un plan calculé et méthodique. Mais c'est là que cette mécanique s'enraye d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. Fidèle à lui-même, William n'allait pas se contenter de réponses évasives. Il a creusé, son équipe a minutieusement croisé les plannings, les courriels internes et les dates de transmission des documents entre cabinets. Ce qu'ils ont découvert était, accablant des propositions visant à alléger l'agenda du roi, avait été retenu des semaines avant de lui parvenir. Certains documents avaient même été modifiés, supprimant des paragraphes entiers qui suggéraient de confier à William des rôles clés. Ce n'était pas un simple oubli d'agenda, ni l'erreur d'un assistant débordé, c'était totalement délibéré, une ingérence répétée, selon un schéma évident. Les preuves s'accumulaient à chaque nouvelle pièce qu'il examinait. C'est alors que s'est produit l'événement qui a bouleversé la trajectoire de cette affaire. Un secrétaire de longue date du cabinet royal, témoin de toutes les manipulations durant ces longs mois, avait précieusement conservé les plannings d'origine,
non modifiés, des documents prouvant que plusieurs missions cruciales initialement prévues pour William avaient été rayées ou modifiées. Il les gardait comme assurance, une précaution plutôt maligne quand on évolue dans un milieu hostile où les dossiers officiels sont constamment falsifiés, mais lorsqu'il a finalement reçu l'ordre d'être écarté de ses fonctions, il a refusé de garder le silence. Il a organisé une rencontre avec William dans un lieu sûr hors du palais, lui a tendu le dossier et lui a avoué qu'il ne pouvait plus se taire. S'il gardait ses preuves pour se protéger, il estimait que William devait désormais connaître toute la vérité. Brut, c'est le tournant décisif. Le prince détient maintenant les documents originaux prouvant l'ingérence du cabinet de Camilla, pas de simples retards, mais des suppressions réelles de son rôle lors des grands événements. Il confie tout à Catherine, qui confirme ce qu'il sait déjà. Il doit en parler au roi. Charles doit voir la réalité en face pour pouvoir décider en toute connaissance de cause. Loin des filtres qu'on lui impose, elle insiste sur le fait que la manière de l'aborder compte autant que les preuves elles-mêmes. L'entretien décisif a lieu par une matinée paisible au palais de Buckingham. William y apporte le dossier des plannings originaux, celui fourni par la secrétaire. Il le pose sur la table et explique qu'il a tout recoupé. Et voilà ce qui s'est réellement passé avant que les documents n'arrivent au roi. Charles tourne lentement les pages et on imagine sans peine ce qui lui traverse l'esprit. Sous ses yeux, il voit des propositions modifiées, raturées ou retardées avant même qu'il ne les signe. Ce ne sont pas de simples erreurs administratives, ce sont des modifications délibérées pour filtrer les informations qui lui parvenaient et orienter ses décisions. Il pose sa main sur le dossier et se tait pendant un long moment. William n'insiste pas. Il attend, laissant son père accuser, le coup. Le silence dans la pièce devait être lourd de cette soudaine prise de conscience. Quand Charles prend enfin la parole, il dit qu'il voit enfin clair et que ce manège doit cesser. Il convoque immédiatement une réunion d'urgence avec ses principaux conseillers et les représentants des deux cabinets. Camilla est là, s'efforçant de paraître sereine, mais ses mains crispées trahissent toute son anxiété. Charles déclare alors haut et fort que William va officiellement assumer la majeure partie des obligations officielles au nom du souverain et que désormais tout projet lié à son planning devra être envoyé directement aux deux bureaux. Il regarde William, tu es prêt? J'ai confiance en toi. Camilla tente de s'expliquer, prétendant que ce n'était qu'une simple erreur administrative, mais Charles lève la main pour l'arrêter. Sa décision est prise. Aucun débat n'est nécessaire. Affaire classée, tout est fini. Cette sentence brutale vient de trancher net. Camilla est mise à l'écart. Fini les événements officiels et l'influence sur les décisions royales. Elle comprend, impuissante, que l'influence qu'elle protégeait vient de s'envoler. William récupère enfin les rôles qui devaient lui revenir depuis le début. Catherine reste à ses côtés. Charles, malgré son immense fatigue, semble enfin en paix à l'idée de passer le relais. Cette transition, si longtemps freinée dans l'ombre, explose enfin au grand jour, pas en douceur ni de façon planifiée, mais d'un seul coup, car l'attente était devenue intenable. Le barrage a fini par céder. Ce qui est fascinant dans toute cette affaire, quand on y pense, c'est que la dissimulation a finalement précipité précisément ce qu'elle cherchait à éviter. Le but de Camilla était de freiner l'ascension de William pour garder son influence, mais en voulant à tout prix manipuler les informations, falsifier les documents et bloquer les rapports. Elle a laissé des traces écrites qui ont fini par la trahir si elle avait accepté la transition naturelle. William aurait doucement pris de l'importance. Charles se serait retiré petit à petit et son propre rôle se serait effacé avec le temps. Au lieu de ça, la révélation de ces manœuvres a provoqué un choc brutal qui a balayé une éviction bien plus rapide et brutale qu'un simple changement progressif. L'ironie est totale. On y pense, ce schéma se retrouve d'ailleurs dans bien des institutions, pas seulement au sein des familles royales.
Mais dans les entreprises et les organisations de tout genre, quand quelqu'un veut verrouiller les informations pour protéger son statut, il finit presque toujours par faire le pas de trop, il se fait pincer et c'est bien pire que s'il avait accepté le changement inévitable. Ici, William n'a même pas eu à provoquer d'affrontement ni à lancer d'accusations. Il a juste suivi la piste, présenté les faits et laissé le roi ouvrir les yeux. Les secrets. Preuve était là. Charles a regardé ses documents falsifiés, a tout compris et a pris sa décision. La vérité s'imposait d'elle-même. Pour William, cette épreuve a probablement renforcé un principe clé sur sa future façon d'agir. Il n'a pas foncé tête baissée avec des accusations, ni fait de scandale public. Il a méthodiquement rassemblé les preuves, épargnant à son père un stress inutile durant l'enquête. Il a présenté ses conclusions uniquement quand tout était vérifié et validé. Ce n'est pas seulement astucieux, c'est l'approche mesurée et froide, indispensable quand on gère des tensions familiales aussi délicates, qui s'avèrent être aussi des affaires d'État. Le rôle de Catherine mérite d'être souligné. Elle a été une oreille attentive constante, capable de voir la situation avec lucidité et d'apporter un soutien inébranlable sans jamais le pousser vers des choix hâtifs. Quand elle lui a dit qu'il agissait bien, mais qu'il devait rester calme, que son père avait besoin de voir la vérité plutôt que d'un affrontement, elle a défini la stratégie exacte qui a fini par payer. Ses conseils avisés ont fait toute la différence. L'autre facette de cette affaire révèle la force de Charles lui-même. Malgré sa fatigue et ses soucis de santé, confronté devant l'évidence de cette manipulation, il a tranché sans trembler. Il n'a pas cherché d'excuses à Camilla. Il n'a pas cherché à minimiser la trahison. Il a fixé les documents, a mesuré la gravité de cette ingérence, prenant une décision privilégiant avant tout la stabilité de la monarchie et le bien-être de son héritier. Il faut une sacrée lucidité pour ça, surtout quand la personne en cause se trouve être votre épouse, alors que vous êtes déjà épuisé physiquement. Il aurait pu arrondir les angles ou de repousser sa décision. Mais non, il a provoqué cette réunion, fait sa déclaration et clôt le débat d'un coup. Cette preuve de fermeté a tout changé. Alors, où cela nous mène-t-il? William gère désormais officiellement la majeure partie des affaires au nom du roi, ce qui aurait sans doute dû se passer. Déjà depuis des mois, Charles peut enfin suivre les conseils des médecins et lever le pied sans craindre que l'institution n'en souffre. Catherine reste cette présence solide aux côtés de William alors qu'il assume ce rôle élargi. Quant à Camilla, elle a été écartée du pouvoir, apparaissant beaucoup moins lors des activités officielles. Son influence s'en trouve nettement réduite. Le secrétaire ayant fourni les documents d'origine a pris de gros risques, mais cela a payé puisque la vérité a fini par éclater, même si son propre avenir reste aujourd'hui un grand mystère. Son courage a bousculé le cours des choses. Cette affaire illustre plutôt bien comment se jouent les luttes d'influence. Quand on retire le faste et les titres pompeux, quelqu'un ressent une menace planer sur sa propre position et tente de verrouiller l'information pour gérer cette menace. Sauf que ce contrôle finit par se voir. Par ses effets, même si l'engrenage est caché, quelqu'un enquête, des preuves surgissent, la vérité éclate et la personne qui voulait tout régenter finit par perdre bien plus que si elle avait simplement laissé faire les choses. C'est un schéma classique qui se répète dans n'importe quelle organisation. Il se trouve juste que la monarchie y ajoute plus de décorum et des enjeux plus élevés. Le fond reste le même. Franchement, le fait que William ait dû mener quasiment une enquête interne pour comprendre pourquoi l'emploi du temps de son père n'était pas modifié est la partie qui me marque le plus. On ne parle pas d'une lointaine querelle politique, mais d'un fils voyant son père s'épuiser à la tâche sans pouvoir intervenir, parce que quelqu'un bloquait sciemment les rouages habituels qui lui auraient permis de l'épauler. Ce n'est pas de la politique, c'est de la famille. Et la dynamique familiale ici, ce fils protégeant son père tout en respectant son autorité.
et cette belle-mère luttant pour préserver sa place. Le père coincé au milieu sans rien savoir de tout cela, c'est presque shakespearien dans sa structure. Sauf qu'au lieu d'une tragédie, cela s'achève avec un roi qui examine les preuves et prend la bonne décision, le choix qu'il fallait au bon moment. Ce nouveau règne qui s'ouvre ne se résume pas à William, qui assume plus de charges. C'est une autre vision de la transparence et des méthodes, si ce n'est rien d'autre. Cette épreuve l'aura rendu très lucide sur la facilité avec laquelle on peut manipuler l'information et sur l'importance d'avoir des systèmes solides pour empêcher définitivement ce genre d'ingérence. Il n'oubliera pas ce qu'il a fallu traverser pour mettre la vérité sous les yeux de son père. Et cette lucidité va dicter sa façon de gouverner lorsqu'il sera aux commandes. Les leçons tirées de cette crise résonneront pendant des décennies